Oui, bonjour tout le monde. Donc je suis Fouad Awada, je suis libanais, je suis français, comme beaucoup de gens ici. Donc j'ai fait ma jeunesse au Liban, j'étais étudiant à l'Alba. Bon, pour les 2 premières années, j'ai suivi le déménagement d'Homme-Saïd à Sendelfield, avant de venir en France en 1976 pour terminer mes études. Avant de venir en France, tu as travaillé chez nous. Non, si, je suis venu en France finir mes études. Quand j'ai été diplômé, j'ai été salarié chez Jade. Voilà. Voilà. Oui. Donc Jade est plus âgé que moi. Et depuis, a suivi une très longue aventure. J'ai essayé à plusieurs reprises de revenir au Liban, comme beaucoup de Libanais. Donc, mais c'est le Liban qui n'a pas voulu de moi. En 82, j'avais déjà un enfant. En 85-86, j'avais 2 enfants. On était 4. Il y avait une dévaluation, pas aussi importante qu'aujourd'hui. Et donc, je me suis décidé de m'installer en France, où je suis actuellement directeur général de l'Institut Paris Région. Pour les anciens, ils connaissent ça sous le nom d'IAURIF, mais c'est la grande agence publique régionale d'urbanisme et de l'environnement de cette région de 12 millions d'habitants. Donc nous avons dans notre ADN la planification. Et d'ailleurs, je suis revenu au Liban à plusieurs reprises sur le schéma de la région métropolitaine de Beyrouth en 86, pour le plan de réhabilitation post-conflit du Sud-Liban dans les années 98-99, le schéma directeur d'aménagement du territoire libanais, le SDAT, là, qui est devenu la référence pour la Direction générale de l'urbanisme pour délivrer les autorisations de nouveaux plans d'urbanisme. J'ai même été en position d'expertiser le projet de centre-ville. Paix soit sur son âme, Henri Aidé. Donc je suis un des fossoyeurs du premier master plan de Henri Aidé, qui a permis de sortir de cette folie des tours qui était projetée à la première vision du centre-ville. Donc je connais très bien les problématiques libanaises. Et je suis aujourd'hui extrêmement ému de voir ce qui est en train de se produire, parce que ce qui est en train de se produire n'invite pas à la planification. On ne peut pas planifier dans ces circonstances, mais on peut penser l'avenir. Je me rappelle que durant la guerre civile, nous pensions l'avenir déjà. Donc c'est possible et c'est difficile en même temps quand on pense que dans ce pays, le revenu moyen est descendu à $100 par personne. C'est quelque chose d'inimaginable. Et donc, quelqu'un qui touchait 1000 touche 100 aujourd'hui. Et combien touche celui qui touchait 500 ? Donc, comment vivre avec ça ? Donc, la situation est extrêmement grave et le Liban est parmi les 4-5 pays les plus endettés du monde. Il est en cessation de paiement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres ressources aujourd'hui que les maigres crédits qui restent à la Banque centrale pour éventuellement appuyer, et puis l'argent de la diaspora qui va à des familles, chacun à sa famille, ceux qui ont de la famille qui peut envoyer. Tout le monde n'a pas de famille à qui envoyer. Et donc dans des circonstances comme ça, ma première réflexion est de dire on ne peut pas travailler au jour le jour. Regardez, bien que ça soit aujourd'hui, tout le monde regarde comment je peux avoir de l'essence aujourd'hui, comment est-ce que je peux me trouver un médicament, etc. Pour nous, l'essentiel, ce n'est pas de regarder ce qu'on fait aujourd'hui, pour des gens de la planification, mais d'essayer d'élargir l'échelle, c'est-à-dire de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles perspectives on peut avoir. Et deuxièmement, par rapport à cette focalisation sur le port, est-ce qu'il ne faut pas regarder plus large ? Et donc d'abord, historiquement, je me suis essayé à cet exercice et j'ai trouvé que le Liban, pendant un siècle et demi, de 1830 jusqu'à 1970, avait connu une situation dans laquelle une chance inouïe l'avait accompagné, entre des Égyptiens qui sont là pendant 10 ans et qui dotent la ville d'un lazaret, d'une quarantaine, qui permet au port de Beyrouth de devenir beaucoup plus compétitif que d'autres ports de la région. Ou que ensuite,
les combats dans la montagne qui lui envoient de la population à Beyrouth, ou ensuite l'entrée de la France pour protéger les chrétiens, et donc qui envoie des missions de formation, et puis qui s'intéresse au port, qui crée une compagnie du port avec les Ottomans, dont le périmètre va de Jounieh jusqu'à Khalde et au-delà. Et donc il y a une concession jusqu'en 1990. Cette compagnie qui devient ensuite, à la chute de l'Empire ottoman, totalement française, le mandat français. Et donc avec tout ça, le port de Beyrouth devient une énorme affaire. Et il est la raison d'être de cette ville, de son activité, de son dynamisme. Et c'est lui qui est relié également par des chemins de fer, et ainsi de suite. Et tout ça se poursuit après l'indépendance, puisque durant les 30 Glorieuses, il y a aussi des extensions du port, et Beyrouth devient, dans le monde arabe, le port du Golfe, l'université des pays du Golfe, devient l'hôpital des pays du Golfe, devient la banque des pays du Golfe, avec cette avance que lui a procurée cette chance extraordinaire pendant un siècle et demi. Et puis ensuite, depuis un demi-siècle, nous connaissons quand même une situation de dégringolade, avec juste un petit pic d'une dizaine d'années à peine, entre 1995 et 2005, la période de Hariri père, durant laquelle il faut reconnaître, moi j'ai assisté à la reconstruction du centre-ville, il y a du pour, il y a du contre, mais la qualité urbaine, architecturale y est. Les gens se sont appropriés le centre-ville. Il y a eu des autoroutes vers le nord, vers le sud. Il y a eu des écoles, il y a eu des hôpitaux. Donc il y a eu du travail de fait à cette époque-là. Mais malheureusement, ces 10 années ont été atroces sur le plan de l'installation d'un système de corruption généralisé, puisque aucune décision ne pouvait être prise si on ne payait pas. Et tout le monde s'est habitué. Les Syriens se sont habitués à ce qu'on les paye, les parlementaires habitués à ce qu'on les paye. Alors ça, c'est la période 95-2005, mais auparavant, il y avait eu la guerre civile. Excusez du peu. 15 ans de guerre civile qui ont clivé le pays, qui ont amené au pouvoir les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Beaucoup sont octogénaires. Et donc, après la période Hariri, vient la période de la dégringolade absolue. En 2005, assassinat en Syrie, la sortie des Syriens était une bonne nouvelle, mais en même temps, on a troqué les Syriens contre le Hezbollah. Donc le change n'était pas nécessairement gagnant. Et puis, donc jusqu'à 2019, une sorte de délaitement progressif. Et puis, depuis 2019, la dégringolade absolue, et donc la banqueroute de l'État. Alors aujourd'hui, on se demande, après toute cette situation, comment se présente Beyrouth aujourd'hui. Beyrouth, il y a un centre-ville qui, qui en même temps est un exploit, une réalisation, mais en même temps, c'est aussi l'incarnation des inégalités dans le pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que la période de gloire de Beyrouth était une période de creusement des inégalités extraordinaires. Et ces inégalités, donc on les retrouve incarnées par le Phénicia, par le centre-ville, par les souks. Quand on compare avec les images qu'on voyait tout à l'heure avec Tripoli, c'est quelque chose d'assez insoutenable au centre de la durabilité d'un modèle comme celui-là. Il y a le port et les quais qui sont à moitié détruits à la suite de l'explosion, les quartiers sinistrés par l'explosion qui se relèvent petit à petit par la force de l'initiative personnelle des habitants et des ONG. Il y a des quartiers aussi, au-delà de ce périmètre, qui sont sous-intégrés à côté du centre-ville, comme Zaha al-Blat, Randa al-Rami. Et puis surtout, c'est une ville dont les infrastructures sont absolument dans un état pitoyable.
Ce matin, il y avait une nouvelle, le nouveau ministre de l'Énergie est entré dans le bâtiment de son ministère et il a constaté que le bâtiment était alimenté par des générateurs électriques et pas par le réseau public. Il a même constaté qu'il n'y avait pas de compteur d'électricité. Donc c'est pour vous dire à quel point, même si on amenait l'électricité par la Jordanie comme promis ou par la Syrie à travers énormément de choses doivent être faites sur le réseau pour éviter les choses à reprendre. Donc l'éclairage public, pareil, la voirie dans un mauvais état, les trottoirs, enfin les systèmes d'assainissement, tout est défaillant. Le système de ramassage des ordures avec l'endroit où on entrepose, où on traite les déchets, également sujet à conflit majeur qui n'est toujours pas réglé. Et puis c'est une ville dont tout le système de mobilité doit être revu. Et il y a non seulement la ville, mais il y a aussi ces banlieues qui sont truffées de quartiers précaires, de quartiers qui n'ont pas été suffisamment équipés. Voilà. Donc, et que dire du front de mer? Parce que le front de mer est occupé depuis très longtemps. L'habitat illégal a pris place sur toutes les plages de sable qui sont entre la ville et l'aéroport. Et également, le béton a pris sa place au nord. Donc dans tout ça, c'est vrai que l'urbanisme tactique est très intéressant à une échelle locale, mais il ne peut être qu'une solution d'attente en attendant l'État. Et donc l'État, hier il y a eu une discussion à propos des libertés, de l'État, de la démocratie. Moi je dirais, je voulais participer pour dire que le Liban a une très forte dose de liberté d'expression, mais sans démocratie. Beaucoup de liberté, mais pas de démocratie. Et une société sans État, ou quasiment sans État. Donc ça peut exister, c'est le Liban, hein, société sans État et une liberté sans démocratie. Mais ce modèle-là est un modèle dont la résultante est la violence. C'est-à-dire, si quelqu'un s'exprime trop librement, c'est Samir Assir, c'est Rassan Douaini, c'est des gens comme ça. Voilà. Donc on n'hésite pas à violenter. Verticalement, horizontalement. Alors que faire aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut imaginer le Liban d'après-crise, ce qui ne saurait tarder, parce que la situation est tellement dégradée qu'il ne peut y avoir qu'une issue. Cette issue, elle est FMI, ou pas FMI. Voilà. Pas FMI, c'est un rêve que font certains dirigeants en disant mais il y a une course. Avant de se mettre sous les fourches codines du FMI, on va extraire le pétrole et on va à nouveau vivre d'une rente. Voilà. Ce rêve existe. Bien sûr qu'il existe. Et il arrange tellement mieux. Je pense qu'il peut y avoir un mix des deux. Il n'y aura pas de pétrole avant le FMI. Donc le FMI est une obligation. Sinon, il n'y a pas de quoi alimenter les gens, il n'y a pas de quoi leur fournir des besoins essentiels. L'autre espoir, c'est que certains dirigeants font, c'est qu'on va réussir, comme on a toujours réussi, à mendier, c'est-à-dire à dire, regardez la situation humanitaire, il faut payer. En réalité, pour le moment, les bailleurs de fonds sont très conscients du fait que l'humanitaire est une chose, et le fait de faire fonctionner un pays, c'est tout à fait une autre. Donc si jamais on entre sous la tutelle du FMI et qu'il y a des conditions du FMI, des conditions du FMI, c'est quoi? C'est que ce qui rapporte de l'argent à l'État soit remis en fonctionnement et en état de rapporter de l'argent à l'État. Donc c'est les douanes, l'aéroport, le port, c'est tout un ensemble de choses. Et donc dans ce contexte-là, le port de Beyrouth fera nécessairement partie des solutions qui seront demandées par le FMI et donc doit faire l'objet d'un redressement parce qu'avec l'intensité du redressement viendra la possibilité d'en dégager des bénéfices.
Donc si on veut que le port de Beyrouth apporte un avantage concurrentiel, déjà les places sont prises. Je veux dire, le port n'est plus exclusif. Il y a des tas de ports dans la région qui sont nettement au-dessus. Il reste encore éventuellement le marché syrien. Les ports syriens ne décollent pas. Il y a un peu l'Irak, voilà. Mais sinon, le reste, les Émirats ont un port nettement plus performant. Et donc, il faut essayer de se trouver un créneau. Mais même si on n'essaye pas de jouer l'import-export, mais si on essaye simplement d'avoir un port correct pour le marché libanais, il faudrait procéder sûrement à des restructurations internes, déjà dans la gestion du port, et puis faire tout ce que les autres ports font dans le monde, c'est-à-dire l'organiser en tant que smart port, c'est-à-dire organiser la supply chain pour que les navires restent le moins possible au port et qu'ils partent et reviennent. Il faut fluidifier la circulation en entrée et en sortie du port par une organisation qui va toucher aussi bien le transport de marchandises que la mobilité des personnes. Il faut soigner l'image du port en mettant en place une démarche sociale et environnementale exemplaire, comme le font les ports qui marchent dans le monde, en traitant les déchets du port, en travaillant sur la pollution atmosphérique des navires qui sont à l'arrêt et qui font tourner leurs machines. Il faut interagir avec le voisinage urbain, s'ouvrir, montrer l'histoire du port, faire des expositions, faire en sorte que les gens viennent visiter les installations. Et il faut, bien sûr, une plus grande prévention des risques d'incendie et d'explosion. Ce qui s'est produit à Beyrouth n'est pas du tout normal dans un port. Il n'y a aucun port du monde qui stocke l'équivalent de 500 kg de TNT. Là, il y avait beaucoup plus au démarrage. Mais ceux qui restaient, aucun port du monde ne se permet de stocker autant de quantité à un seul endroit, si près de la ville. Et puis une dernière réflexion sur le port de Beyrouth, parce que j'ai vu qu'il y avait des schémas d'extension, c'est que il n'y a pas de raison que le port de Beyrouth soit le seul port du Liban. On peut très bien imaginer une extension des capacités du port de Beyrouth à Tripoli ou à Saïda. Il n'y a pas de concurrence lorsqu'il y a une seule autorité portuaire. Pour un même pays, on peut distribuer les fonctions. Il faut garder ça à l'esprit. Si on veut véritablement que la ville profite de la mer à Beyrouth, il ne faut pas que le port occupe toute la façade maritime. Donc il faut savoir raison garder. Et puis dans cette vision d'un urbanisme, sous tutelle du FMI, je pense qu'une des ressources possibles pour le Liban serait le front de mer. Il y a tout un programme à faire pour que les gens qui se sont installés, qui tirent avantage de ce front de mer, soient taxés à ce qui est légitime. Et puis, si possible, engager des opérations d'urbanisme pour mieux loger les personnes qui occupent le front de mer, tout en créant des possibilités. Alors, le risque, évidemment, dans tout ça, c'est que, même sous tutelle du FMI, on risque d'entrer dans un système de concession à des sociétés privées qui vont opérer et verser l'argent à l'État. C'est beaucoup plus rapide pour renflouer l'État que de le faire dans un système totalement national, compte tenu notamment des faiblesses du national. Mais tout ça peut être encadré, ce n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter d'emblée. Il y a aussi très probablement la résorption de l'habitat indigne, et ça, il y en a partout, comme je l'ai dit. Il faut une politique du patrimoine en sauvant ce qui reste du patrimoine, et ça a été dit, la question de l'environnement, c'est la nature en ville. Et puis, aujourd'hui, toutes les métropoles entrent dans des approches de qualité de l'air, et en modifiant la mobilité, évidemment, on modifie l'environnement, réforme de la mobilité, et puis une rénovation, radicale des infrastructures. Toutes les infrastructures de Beyrouth doivent être visitées. On ne peut pas, par rafistolage,
travailler sur le réseau d'électricité, ne pas avoir de compteur fiable pour que l'argent de l'électricité rentre, qu'il y ait des pannes. On ne peut pas avoir un éclairage public défaillant, on ne peut pas avoir des réseaux téléphoniques, encore que le téléphone, on pourrait s'en passer dans un premier temps, puisqu'il y a les portables. On ne peut pas avoir il y a une voirie défaillante dans laquelle on dépense trop à importer des pièces de rechange des voitures. Donc il y a toute cette rationalité des choses à mettre en place, et surtout la rationalité des déchets, où là il faut des décisions un peu dictatoriales, malheureusement, pour savoir comment on fait avec les déchets du Liban. Voilà, je pense que cette vision d'avenir, il faut penser qu'elle n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin parce que le Liban, qu'il le veuille ou non, sera très rapidement, je pense, placé sous tutelle internationale et ne pourra pas continuer à tergiverser. Et c'est une question de jours, d'heures. Alors, ça sera difficile. La Grèce a été sous tutelle du FMI de 2010 à 2018, et la Grèce était soutenue par l'Europe. Bon, le Liban est soutenu par la France, donc il peut y avoir une chance. Mais plus tellement par les pays du Golfe, parce que la Grèce a bénéficié presque de 300 milliards d'euros d'injectés par l'Europe, ce qui est absolument exceptionnel pour 10 millions d'habitants. Donc imaginez que le Liban, on lui injecte 150 millions, qu'il fasse les réformes qu'il faut, qu'il se reconstruise. Il faut vraiment une sacrée force pour arriver à ça, d'autant que les Grecs ont eu des élections démocratiques où ils ont choisi leurs représentants qui ont mis en place ces réformes. Voilà. Et donc si au Liban, l'opposition actuelle reste minoritaire dans le futur Parlement, on va avoir beaucoup de mal à faire voter des textes. Donc 8 ans en Grèce, dans des conditions plutôt favorables. Donc il faut s'accrocher au Liban et continuer, je pense, ce que les Grecs n'ont pas, la force de la diaspora et cette capacité économique qui est celle des Libanais de l'étranger à entrer dans un système qui ne soit pas uniquement le système des bailleurs de fonds, mais également un système d'entraide sociale directe vis-à-vis de la société. Voilà, merci.